Voilà, bonjour, bon après-midi sur LDC. Je suis en compagnie de Jean Bricmont, le Bonjour, physicien. bonjour Mali. Bonjour Mali. Bonjour Jean, très heureux de t'avoir après autant de temps. On a maintenant trouvé des nouveaux outils tels que Zoom pour pouvoir faire des émissions à distance, ce qui arrange pas mal de gens, dont toi qui te déplacent beaucoup. Donc, je suis très content de t'avoir ici parmi nous. Et je voudrais qu'on discute de plusieurs points, toi et moi, puisque tu es déjà un scientifique, déjà, tu es quelqu'un qui Euh, fonctionne avec un esprit scientifique et tu es aussi un analyste politique quand même renommé. Et tes analyses sont toujours très intéressantes, en tout cas selon moi et selon beaucoup d'autres. Et j'aimerais aborder en fait trois points avec toi. Donc, l'histoire du Covid et la manière dont il a complètement retourné le monde et évidemment les différentes conséquences qu'il y a pu y avoir par rapport justement à l'Europe, cette solidarité européenne qu'on était en train un peu de mettre en avant, qui a été vraiment, on va dire, plus que mise à rude épreuve et qui a montré toutes ses limites. Et aussi la conséquence sur le plan de cette espèce de guerre froide qui est en train un peu d'émerger entre les États-Unis et la Chine suite à ce virus. Alors, est-ce que ce virus est une opportunité pour éventuellement les Américains pour essayer d'enfoncer un peu plus la Chine? J'aimerais qu'on aborde ces questions ensemble. Et donc, on va commencer par le premier point. Quelle est ton analyse, en fait, un peu sur l'émergence de ce virus? Parce que on a eu des virus de type Covid dans l'histoire. On a eu le MERS, on a eu le SARS. Et là, tout à coup, un virus en l'espace peut-être de 3 mois, 4 mois, a complètement mis le monde sans dessus-dessous, a fermé les frontières, a complètement remis en question toute l'idée de ce monde sans frontières. Et tout cela en concert de la part de pays qui ont des systèmes différents, des intérêts géopolitiques différents, des économies différentes. Alors bon, en Belgique, les gens ont encore un système social, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore un filet social qui protège les gens. Donc même s'ils sont confinés, on peut encore trouver des solutions pour qu'ils ne meurent pas de faim. Mais bon, je ne parle même pas des conséquences économiques qui vont être désastreuses. J'aimerais vraiment connaître ton analyse par rapport à ça, parce que personnellement, moi, je ne suis pas du tout un adepte des théories du complot. Et encore, la théorie du complot, il faudrait qu'on la définisse. Mais c'est quand même étrange qu'un virus puisse mettre le monde sans dessus aussi rapidement. Qu'est-ce que tu en penses? mais, bon, d'abord, je pense que ce virus est un phénomène nouveau. Et quand on se trouve face à un phénomène nouveau, des tas de scientifiques se mettent à travailler là-dessus, des biologistes, des épidémiologistes, des statisticiens, tout ce qu'on veut. Et alors, on a en fait un spectre d'opinions qui vont des opinions les plus alarmistes, qui disent voilà, il y aura des centaines de milliers de morts en Grande-Bretagne si on ne fait rien, aux gens les plus rassurants ou les plus minimisateurs, comme j'appelle ça. Des gens qui disent bon, il faut rien faire, il y aura l'immunité de groupe, c'est pas grave, il y a quelques vieux qui vont mourir, etc. Il y a des gens comme le vice-gouverneur du Texas qui disent qu'il faut que les vieux meurent pour sauver l'économie, des trucs que personne ne dirait ailleurs. Mais bon, il y a aussi les Suédois qui disent non, mais voilà, on peut laisser tout ouvert, c'est pas grave. Il y a aussi des Suédois qui protestent contre ça. Mais il y a un spectre d'opinion parce que c'est pas très facile. Tu vois, les gens ont une drôle d'idée de la science. Je pense que beaucoup de gens pensent que la science peut résoudre tous ces problèmes si elle le veut. Et si elle arrive à des conclusions qui ne leur plaisent pas, ben c'est qu'ils sont manipulés, qu'ils travaillent pour les firmes, etc. Alors qu'à mon avis, la diversité d'opinions reflète simplement les incertitudes intrinsèques à la démarche scientifique. Mais je pense qu'il y a quand même certaines choses qui sont relativement certaines. C'est d'abord que ce virus est assez contagieux. On peut le constater dans les paquebots, comme le Charles de Gaulle, mais aussi d'autres paquebots. On peut le constater dans les dancing, où apparemment les Japonais qui ont vraiment étudié la question, parce qu'ils n'ont pas de confinement, ils ont vu que l'origine venait de boîtes de nuit, de dancing. On a encore ça en Corée du Sud récemment. Et alors les congrégations religieuses, bon, je ne sais pas pour les musulmans, mais enfin, avec les chrétiens et les juifs, on a eu des exemples. Oui, Mais je pense qu'on a aussi fermé des mosquées. Enfin bref, quand les gens sont vraiment confinés, c'est probablement pas une question de se promener dans les parcs, enfin j'en sais rien, mais on ne sait pas exactement quels sont les événements les plus contagieux, mais je pense que ça montre qu'il y a contagion. Et puis après, il y a des, il y a des, il y a des morts. Il y a pas beau, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de morts, mais il y a beaucoup de gens qui sont traités dans les hôpitaux et qui s'en sortent. Il y a eu un film sur Hélène 24
sur l'hôpital Erasme de l'ULB, moi, je l'ai vu, c'était assez horrible. C'est vrai que l'hôpital et le médecin qui est là, il dit il n'a jamais vu un truc pareil, c'est pas une grippe, etc. Il sait quand même de quoi il parle. Un type qui est journaliste, qui te parle de l'Iran ou de l'Irak ou je ne sais pas quoi, et qui ne connaît rien. Il vit sur place, il voit ça. Quel intérêt aurait-il à mentir? Et les infirmières disent ça, tout le monde est débordé. Et c'est horrible. Quand on prend Boris Johnson, bon, je donne cet exemple parce qu'il est célèbre, mais il n'aurait pas été en réanimation pour un rhume. Et je pense qu'il a passé un mauvais quart d'heure. Et donc, beaucoup de gens, moi-même, je ne suis pas sûr que j'ai eu le Covid-19, mais j'ai été totalement prostré pendant 15 jours. J'ai eu des grippes, ça ne ressemble absolument pas à des grippes. Le médecin pensait que j'avais le Covid-19 et je n'étais pas suffisamment grave, mon cas n'était pas suffisamment grave pour être hospitalisé, ce dont je suis très content, évidemment. Mais c'est passé, tout va bien. Mais n'empêche, ce n'est pas très agréable. Et des gens comme moi, il y en a des milliers, peut-être des centaines de milliers. Donc, ce virus est réellement effrayant, je dirais. Tu vois, Oui, il est mais moi, contagieux, il est effrayant. En Iran, bon, puisque tu connais bien l'Iran, ben, il y a eu une flambée de cas, ils ont pris des mesures. Donc, si tu veux, si l'Iran, l'Arabie Saoudite, Israël, les États-Unis, Cuba, le Venezuela, la Chine, la Russie, etc., et les pays d'Europe occidentale prennent des mesures, ben, c'est qu'il y a une certaine universalité du phénomène, une certaine universalité de la science, qui font que dans presque tous les pays, les gens pensent qu'il y a effectivement des mesures à prendre. Ils ne prennent pas tous des mesures aussi. Alors, on peut discuter du confinement, ça, je suis prêt à discuter. Mais ils ont tous, presque tous pris des mesures, ou bien conseillé à des populations relativement disciplinées, comme en Asie, ou peut-être en Suède, etc., de s'éloigner les uns des autres, etc. En Suède, par exemple, les restaurants sont fermés parce qu'il n'y a pas de clients, etc. Donc, si tu veux, tu as aussi des mesures qui ont été prises là, mais qui n'auraient peut-être pas été prises, suivies dans d'autres pays, on va dire, peut-être en Italie ou en France. Ou en France, d'ailleurs, tu ne vois pas les gens être réellement confinés. Ils se promènent en groupe, les uns près des autres, sans masque, etc. Donc, ce n'est pas la dictature que nous dépeint oui, Soral. mais justement, ici, Jean, le problème, c'est pas tant ce que tu appelles la diversité d'opinion. Cette diversité d'opinion existe auprès de scientifiques et elle est saine, selon moi. Mais là, la latitude entre les opinions était telle que, selon moi, elle a un peu mis à mal la communauté scientifique. Ça veut dire qu'entre la personne qui est en panique totale et qui est en train de te dire on est face à quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, ce que tu es en train de me dire ou ce que ce médecin belge a dit, moi, je l'ai entendu de la part d'un grand médecin iranien au mois de janvier à l'hôpital de Qom, là où il y avait l'épicentre, qui m'a dit, écoute, on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce Oui, n'est bien pas un sûr. virus normal. Il y a quelque chose Voilà, qui… voilà, voilà. Voilà. Et quand je disais cela ici à mes amis, la plupart se moquaient de moi. Ils me disaient, mais non, c'est une grippe, c'est que vous n'êtes pas Voilà. compétent là-bas. Je dis, bah, écoute, non, je ne pense pas que les gens ne sont pas compétents là-bas. Je crois que véritablement, on est face à quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui a justifié cette espèce de mesure, mais tout à fait brutale, de complètement fermer les Oui, frontières. C'est-à-dire qu'on n'était pas face à une grippe, en fait. On était face à quelque chose qu'on ne connaissait pas. oui. Voilà, mais je pense qu'on se trouve, le premier point, je pense qu'on se trouve, il y a quand même suffisamment d'observations pour être certain que ce n'est pas simplement une grippe. En termes d'effet, même si la mortalité, quand on fait, ça dépend toujours comment tu fais la moyenne, est-ce que tu l'as fait par rapport à la population, par rapport aux cas détestés, alors ça dépend évidemment du nombre de tests que tu as, etc. C'est très difficile, il faudra un certain temps pour évaluer réellement l'effet de cette maladie par rapport à la grippe saisonnière. Mais la grippe saisonnière, évidemment, d'abord on a des traitements et on a un vaccin. Donc moi, par exemple, je prends le vaccin et j'ai pratiquement plus de grippe saisonnière. Je sais que les antivax vont me dire que c'est une illusion, mais je constate ça et je constate ça chez beaucoup d'autres personnes. Donc, si tu veux, moi, je pense qu'ici, on se trouve devant un truc où excuse-moi. Euh, et donc, si tu veux, tu trouves devant une grippe un phénomène nouveau et inquiétant. Alors, moi, je suis tout à fait prêt à croire que les gouvernements ont surréagi. Tu vois, je suis tout à fait prêt à croire ça. Que, par exemple, le confinement était une mesure excessive et je vois des tas de critiques du confinement. Et quand je leur dis qu'est-ce qu'il fallait faire, ils vont dire qu'il fallait faire des tests, il fallait faire des masques, il fallait faire comme on a fait dans certains pays d'Asie. Très bien, mais ils étaient où les masques? Ils étaient où les tests? Tu sais très bien qu'en Belgique, on ne les avait pas, en France, c'est pareil, etc. Et donc, finalement, j'ai l'impression qu'il ne fallait rien faire pour ces gens-là. Et ça, je ne crois pas. Je pense qu'il fallait faire quelque chose, tu vois.
Maintenant, le confinement, ça implique du chômage. Alors, on va me dire, le chômage implique des suicides, etc., etc. Bon. Mais tu ne sais pas non plus combien, parce que, mettons que le chômage implique des suicides en temps normal, mais les gens qui sont au chômage sont des gens qui sont souvent perdus. Ici, tu vas avoir des gens au chômage qui ont trouvé un emploi, qui vont en retrouver un, etc. C'est pas dit qu'ils vont se suicider avec les mêmes proportions. Donc, tu Oui, devrais faire des modèles pour savoir combien de suicides il y oui, aura. Et je vois tout à fait. ces modèles, si les modèles épidémiologiques ne sont pas fiables, peut-être ces modèles-là ne sont pas fiables non plus. Donc, moi, je suis dans une situation où je pense qu'effectivement, en l'absence d'autres possibilités, je ne voyais pas très bien ce que le gouvernement pouvait faire. En plus, quand tu vois par exemple l'explosion de mortalité à Bergame, pour prendre une ville en Italie qui a été très touchée, moi je suis le gouvernement français ou belge, je me dis putain, si ça arrive à Paris ou à Bruxelles, je suis foutu, tu comprends? Parce que c'est très bien de reprocher au gouvernement d'avoir confiné, mais si tu avais 100 000 morts, ils sautent, tu comprends? Enfin, ou, je Non, sais pas, ou c'était pas 50 000 morts, mais quoi? moi, c'était pas trop en fait le problème de confinement, c'est plutôt cette espèce de cacophonie généralisée qui a montré en fait une sorte de chaos en fait avec des décisions qui se prennent le lundi, qui se discutent le mercredi, Ah oui, avec ça c'est autre chose. Oui, mais c'est parce ils sont tiraillés. Tu vois, en Belgique, c'est très clair qu'ils sont tiraillés entre le patronat qui doit mettre tout le monde au travail le plus vite possible. Tu avais le VOCA qui a dit à un épidémiologiste qui passe souvent à l'RTB de se taire, tu vois. Et tu as, comment dirais-je, et alors de l'autre côté, les scientifiques qui disent faites gaffe, tu comprends? Et je mais pense que les scientifiques ont il y a pas raison de dire faites gaffe, mais le gouvernement, c'est très, tu vois, tout est impopulaire parce que si les gens meurent en grand nombre, ce serait impopulaire. Si on confine les gens, c'est très impopulaire. C'est pas très facile. Moi, je ne veux pas défendre les gouvernements qui effectivement ont été des pieds nickelés dans la préparation. Tu vois, les pays d'Asie avec le SARS, etc., ils avaient prévu le coup et donc ils avaient du matériel de détection, des masques, des trucs comme ça, tu vois. Mais ici, on n'a rien prévu, on n'a rien préparé parce que ça se passait chez les Asiatiques et on s'en foutait, tu comprends? Mais Oui, c'est comme Ebola, c'était en Afrique. Bon. Et donc, on ne s'est pas préparé une épidémie de cette ampleur, ça c'est évident. Ça, c'est le gros problème. En plus, on a fait des coupures dans les soins de santé, enfin, des économies de bout de chandelle. Maintenant, on va avoir 20% en plus de déficit, comment dirais-je, de dette publique et des trucs comme oui. ça. Mais, tu vois, moi, je pense qu'ils ont agi, tu vois, moi, je ne crois pas, parce que, bon, on appelle ça théorie du complot, appelons ça théorie alternative pour être gentil, mais beaucoup de gens pensent que les gouvernements conspirent contre leur peuple et veulent les enfermer. Et ça, je ne crois pas une seconde. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à mettre par terre leur propre économie. Et comme je dis, les patrons pleurent pour qu'on retourne au travail. Donc, si les gouvernements sont capitalistes, c'est-à-dire au service des patrons, c'est un peu simpliste de dire ça, mais si c'est comme ça, alors évidemment, ils auraient intérêt à renvoyer tout le monde au travail et à minimiser le problème. Et donc, moi, je ne vois pas ça du tout. Et effectivement, il y a eu des erreurs, sûrement, dans le passé, de ne pas te préparer, d'avoir minimisé au départ, parce qu'on avait pris des mesures très tôt, ça aurait eu des conséquences moins graves. Macron a été au théâtre, il a fait les municipales, etc. En Belgique aussi, notre ministre de la Santé a dit que c'était une grippette. Enfin, ils ont tous minimisé. Donc, c'est Oui. bien la preuve qu'ils ne voulaient pas utiliser l'affaire pour confiner tout le monde. Ils l'ont fait à regret. Et quand ils ont vu l'explosion de cas en Italie, ils ont paniqué. Et les scientifiques leur ont dit, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Bon, c'est comme une guerre, oui, ça c'est vrai. Alors, une guerre dans le sens qu'on est obligé de prendre des mesures relativement extrêmes, enfin moins extrêmes que le fait d'aller se battre à la guerre, mais quand même, tu Oui. comprends? Donc Oui, moi, j'ai tendance à trouver que, à la fois, je comprends que les gens ne font pas confiance au gouvernement, etc., etc., mais je n'arrive pas à croire qu'il y ait une volonté des gouvernements d'enfermer la population pour le plaisir de ah l'enfermer non, mais sans. là, je suis parfaitement en accord avec toi. Moi, ce qui m'a Non, non, mais beaucoup de gens qui me critiquent ne le sont pas. Tu vois, beaucoup de gens qui me critiquent pensent que je suis naïf et que j'écoute les scientifiques qui ne connaissent rien à rien, qui ont des modèles épidémiologiques qui exagèrent le problème, ce qui est possible. Je ne suis pas spécialiste, mais je veux bien croire ça. non, mais Mais tu là-dessus, vois, à je te partir du suis. moment où on a prévu, par exemple, l'Imperial College a prévu, je ne sais plus, 200 000 morts, je ne sais pas quoi, et puis on a pris des mesures de confinement et la courbe est redescendue, je suis désolé, mais tu ne peux pas savoir ce qui serait passé si on n'avait pas pris ces mesures. C'est simplement impossible à savoir. Et les comparaisons entre pays sont discutables pour la raison que j'ai dite, c'est-à-dire dans d'autres pays, il y a peut-être plus de discipline, une moins grande densité de la population, moins d'échanges de jeux, moins de contacts physiques entre les gens. Il faudrait analyser tout ça très en détail et ce sera fait probablement dans les années qui viennent. Mais dans l'urgence où on est maintenant, personne ne peut vraiment répondre à Oui, ces questions. surtout qu'on ne sait même pas comment la situation va évoluer. C'est-à-dire qu'on a une courbe descendante, mais on n'a
aucune certitude sur la manière dont cette courbe va se comporter, comment dirais-je, dans les mois à venir, dans les semaines à venir. On a très peu d'informations sur ce virus. C'est ça aussi Oui, bien sûr. un Mais des c'est pour ça que problèmes. je dis, tu vois, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont évidentes, qui se propagent et qu'il est dangereux. Mais au-delà de ça, par exemple, quel est le rôle des enfants? Est-ce que ça touche les enfants ou pas? Est-ce que les enfants sont porteurs? Est-ce que les asymptomatiques sont porteurs? Il y a des tas de questions auxquelles on a dû répondre dans l'urgence et pour lesquelles, effectivement, il y a une variante dans les opinions. Mais tu vois, ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a des gens qui veulent prouver, que c'est un complot des gouvernements vont choisir dans le spectre les plus extrêmes dans les rassurants. Les gens qui disent non, il ne fallait rien faire, tout ça c'est exagéré, c'est pas scientifique, etc. Il y a des gens comme ça. Il y en a très peu. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi j'irais suivre un petit nombre de scientifiques qui ont des diplômes et tout ce qu'on veut, contre la majorité qui aussi ont des diplômes, une expérience, etc. Et qui sont quand même, dans leur majorité, pas nécessairement ultra alarmistes, mais pensent qu'il faut faire quelque chose. Et si on n'a pas de masque, on n'a pas de test, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement, ben alors le confinement, c'est un moindre mal, peut-être. Mais il y a quand même, moi, un élément qui m'a quand même assez frappé, j'aimerais connaître un peu ton opinion là-dessus, c'est qu'on a véritablement vu une sorte de cacophonie entre les différents départements. Par exemple, les scientifiques, tu sais bien, toi c'est bien, tu as une double casquette, tu es un scientifique, mais en même temps, tu es un analyste politique. Ça veut dire que tu connais les enjeux politiques, tu comprends c'est quoi les enjeux politiques, tu sais qu'est-ce qu'un coup foireux d'un service contre un autre pays. Tu Oui, as bien quand sûr. même. Il Voilà. y a eu des vols il y a eu des vols de matériel médical de la part des Américains. Ah oui, Ils ont avec tiré les tout sur le masques de tarmac en 3M, Chine. les masques de 3M Il, qui ont été saisis il sur y a le eu des tarmac. trucs avec les Tchèques, les Polonais. Enfin, tout le monde s'est comporté comme une bande Une de bande de bandits voyous. de chemin. Oui, oui, oui. Non, mais ce qui est très intéressant ici, c'est par exemple de voir un peu aujourd'hui, tu es au courant qu'aujourd'hui, Pompeo et Trump, on va passer aux États-Unis après, mais c'est juste pour faire une parenthèse, tu vois qu'aujourd'hui, les services américains, donc en l'occurrence la CIA, a fourni des informations qui n'ont pas été encore publiées, qui pointent une responsabilité, on va dire, humaine dans la création de ce virus. Et ça, ce sont des informations qui sont rapportées par Pompeo, qui dit avoir vu et Trump également, avoir vu des informations de la part de leurs services qui pointeraient vers le fait que ce n'est pas un virus, comment dirais-je, normal. C'est un virus où il y a eu une Oui, manipulation. Maintenant, ce que je veux mais dire, c'est attends, que… parce que les services de renseignement américains, je ne sais pas si ça inclut la CIA, ont catégoriquement démenti ce que disaient Trump et Pompeo. Ils ont Et dit, là, Pompeo, il y a 3 jours, oui, il dit qu'il a des preuves, mais où sont-elles? oui, mais est-ce qu'il aurait pris le risque d'affirmer une telle chose si ses propres services disent ce que tu dis, tu vois? Ah oui, 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 bien sûr, parce que ils avaient aussi je pense ils avaient des informations sur les armes chimiques en Syrie. Non, non, Ils en là-dessus, avaient, on est d'accord, on est bien d'accord, on sûr. est d'accord. Mais je veux dire qu'il y a quand même une cacophonie entre le monde des services et les scientifiques, peut-être, sur cette question, tu vois? Ah oui, oui, mais en plus, il y a des tas d'articles scientifiques qui disent que le virus est d'origine naturelle. Hein. Oui, oui, Et j'en oui. sais rien, de nouveau, moi j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste, mais je vois que dans Nature, il y a plusieurs articles qui ont été publiés dans des revues et qui disent qu'il est d'origine naturelle en étudiant leur génome. Et moi, je ne sais pas comment on fait, mais eux, ils savent statistiquement ce que le génome signifie, ce que ça implique, etc. Et donc, ils peuvent voir s'il y a des traces de VIH, comme la prétale du montagnier, si elles sont significatives ou pas. Moi, je n'en sais rien, mais l'opinion générale des scientifiques, c'est que c'est naturel. Et l'opinion des services américains, c'est qu'effectivement, les Chinois n'ont absolument pas manipulé ce truc. Moi, de nouveau, je ne crois pas, tu vois, je crois pas à ce genre de truc parce que c'est comme les gaz chimiques, les armes chimiques. Je ne parle pas du Zyklon B, je parle des armes chimiques usuelles. Elles ont été utilisées pendant la guerre de 14, mais pas pendant la guerre de 40. Même à la fin de la guerre, les gens en avaient encore, ils savaient encore comment les fabriquer. Pourquoi? Parce que les gaz se retournent contre tes propres soldats, parce qu'il y a le vent et des trucs comme ça. Et donc, ce n'est pas très efficace. Et les armes biologiques, c'est pareil. Je pense que beaucoup de gens ont très peur des armes biologiques. Ils font des recherches pour savoir ce qui est possible et ce que leurs adversaires pourraient peut-être faire ou savoir, mais je ne pense pas qu'ils vont les utiliser. Moi, je ne pense pas parce que c'est trop, justement, ça a infecté les Chinois, ça les réinfecte de nouveau, puis ça, si les Américains l'auraient utilisé contre les Chinois, mais maintenant ça infecte les Américains, c'est impossible à contenir ce genre de truc. Tu vois? C'est vrai, mais d'un autre côté, Contrairement aux armes habituelles ou bien même aux armes atomiques dont l'effet n'est pas très localisé, mais pourrait encore être localisé.
Mais d'un autre côté, moi, je glisserai un tout petit peu ici sur le terrain géopolitique. Tu es censé savoir que, on va dire, l'ennemi principal des démocrates était essentiellement la Russie, l'ennemi principal des républicains est essentiellement la Chine. Quand on lit un tout petit peu les écrits de Steve Bannon, au moment où il était Ouais. conseiller de Trump, il pointait la Chine comme étant, on va dire, le rival final des États-Unis. Et j'ai comme l'impression qu'après le dossier Huawei et la manière dont ils ont vraiment tapé sur cette entreprise chinoise qui est liée à l'État chinois, quelque part, pour affaiblir ce rival, ben, quelle meilleure opportunité que pouvoir spolier et mettre des sanctions contre la Chine en justifiant cela par le Covid. C'est-à-dire, si demain, les réserves Ouais. chinoises qui s'avèrent être, je ne sais plus de quel montant, 700, 800, 900 milliards de Ouais, dollars de plus que ça, Covid, plus encore. Ouais. voilà, je pense que c'est même plus que ça. Je dirais ce Covid est une opportunité en or pour affaiblir ce rival. On pourrait saisir cet argent en disant voilà les dégâts que vous avez créés, parce qu'on voit déjà qu'il y a des États, par exemple le Missouri, qui a intenté une action en justice contre l'État chinois en demandant 10 millions de dollars par mort. Donc on voit aujourd'hui qu'ils sont en train, les États-Unis en tout cas Ouais. politisent ce dossier. Et pour moi, il n'est pas du tout à exclure qu'ils utilisent le dossier du Covid pour essayer d'affaiblir leur rival. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, ce virus a été est d'origine humaine ou pas? Ça, je pense que l'avenir nous le dira. Je pense qu'on n'en sait pas assez encore aujourd'hui sur cette question. Non, mais tu vois, il y a aussi quelque chose que qu'il faut comprendre quand tu regardes l'histoire, c'est que beaucoup de soi-disant victoires pour affaiblir l'ennemi sont en fait des défaites. Napoléon a perdu parce qu'il a attaqué la Russie, Hitler a perdu parce qu'il a attaqué l'URSS, les Américains ont perdu au Vietnam. Oui. Je veux dire, l'Irak, ça a été un bourbier pour eux et ils n'en sont toujours pas sortis. Donc, si tu veux, ici, je pense que leur attaque contre la Chine, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que supposons qu'ils ne remboursent, bon, supposons qu'ils confient cet argent, etc. Qui va encore leur prêter de l'argent? Or, ils ont besoin constamment que les gens leur prêtent de l'argent parce qu'ils sont constamment déficitaires, ils impriment des billets Mais les gens n'ont et pas on a. d'alternative. Il n'y a aucune alternative aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est aussi une des questions que j'allais te poser après. C'est-à-dire que On peut en construire une, hein, on peut en construire une. Hein. Tu comprends bien, s'ils font un truc de gangster pareil, demain, la Russie, la Chine, l'Inde, etc., mettent sur pied carrément une monnaie internationale alternative, peut-être basée sur l'or, puisqu'ils ah, ont de mais l'or. ça fait longtemps qu'ils sont en train de chercher cela parce qu'ils savent Oui, bien sûr, pertinemment parce que bien la que les solution de États-Unis sont facilité, c'est capables de ça. d'utiliser. Non, la solution de facilité, c'est utiliser les dollars qui sont soi-disant fiables. Soi-disant fiables. Mais tu vois, avant, ils étaient fiables parce qu'ils étaient convertibles en or. Puis quand ils ont supprimé en 71 la convertibilité en or, là, ça a été un choc pour beaucoup de gens, mais on a continué à faire confiance au dollar. Et comme il y a plus de dollars, si tu veux, même que de, enfin, tu ne peux pas racheter tous les États-Unis avec des dollars. Tu ne peux pas venir avec tes dollars et dire maintenant je veux tout vous racheter, General Motors, Amazon, en fait, tout ça. Non, ce n'est pas possible. Et donc, si tu veux, qu'est-ce que tu peux faire avec ces dollars? Ben, tu peux les échanger entre nous, c'est-à-dire avec les Saoudiens, puis les Saoudiens vont réinvestir aux États-Unis, etc. Mais en fin de compte, les États-Unis vivent au crédit du reste du monde avec leur impression de dollars. S'ils cassent ce système en disant maintenant on ne veut plus rembourser quoi que ce soit, bien alors ils vont se retrouver avec une masse de dollars imprimés que personne ne va vouloir. Ça, c'est certain. S'ils le font. Oui, Tu mais vois, je c'est veux un dire truc qui que se la prépare, carte, mais un truc qui se prépare, mais qui ne se fait pas parce que utiliser le dollar reste une solution de facilité tant que tout le monde y croit. oui, mais Et la si carte, l'autre casse ta croyance, je quoi? pensais, je pensais comme toi on va dire ces 10 dernières années où j'ai vu qu'ils sortent la carte des sanctions à tout bout de champ et qu'en fait ils sanctionnent à tout bout de champ et ils ne Oui, mais sanctionnent pas des acteurs. non, mais les sanctions contre l'Iran et la Chine sont des choses très différentes parce que l'Iran est dépendant de ses exportations de pétrole, enfin le Venezuela aussi. La Chine ne dépend pas réellement de ses exportations. Ce serait une très bonne chose pour dire voilà, on vous achète plus tous vos trucs. Du Mhm. coup, les enfants américains n'ont plus de jouets et les enfants chinois ont des jouets parce que les Chinois seront obligés de les vendre à leurs propres travailleurs. Tu vois, le scandale enfin, ce que je trouve scandaleux ou choquant ou même absurde dans le CMC chinois, c'est qu'il est mercantiliste, c'est-à-dire il essaye de vendre un maximum de trucs pour accumuler des devises. Mais comme ces devises, en réalité, ne valent rien ou sont spéculatives, si tu veux, c'est pas intéressant. Comme j'ai écrit dans une autre interview, c'est comme toi, tu me vends des dates, par exemple, et moi, je te mets un bout de papier, IOU, je te dois autant, et puis je te rachète des dates, là, je mets tout le temps. Et puis un jour, tu me dis, mais IOU, moi, je voudrais des euros à la place de ça. Je dis, non, des euros, ça, je n'ai pas. Non, mais tu peux aller chez ton commerçant et donner le IOU et puis acheter autre chose. Et si le Oui, commerçant veut bien. Et c'est ça le système américain. Les dollars, c'est je vous dois, mais
je vous dois quoi et je vais payer comment, j'en sais rien. Et donc les Chinois, moi je trouve leur politique était, peut-être c'était une politique de revanche, peut-être c'était une assurance qu'ils voulaient, c'était la bombe atomique du pauvre, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était une façon comment dirais-je, irrationnelle d'un point de vue purement économique, d'avoir des montagnes de dollars en échange de biens matériels réels. S'ils les gardent pour eux, c'est très bien, tu ne vas pas me dire que tous les besoins sont Ils ont quand même beaucoup investi en Afrique, et ils ont quand même beaucoup investi dans Ah des oui, oui, pays. oui, parce que eux acceptent, parce que les types acceptent les dollars. Et les Africains acceptent des dollars avec lesquels ils achètent autre chose, du pétrole. On les change entre nous. C'est comme si je te fais ces IOU pour des dates, et puis dans tout ton quartier, tu vas payer avec des IOU, puis d'autres payent, ils achètent. Et tout le monde croit à mes IOU, parce que je suis Jean-Henri Clement, mais dans mon cas, ça ne marcherait pas, mais les États-Unis, ça marche, mais c'est comme ça que ça marche. Mais un jour ou l'autre, je dis, ah, maintenant, vous voulez. Non, 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 je sais pas, je reconnais plus, ou je paye plus d'intérêt, plus quoi. Mais alors, les gens tout le système va s'effondrer. Moi, je pense qu'il peut. Tu vois, les sanctions, ça marche contre des pays faibles. Et quand tu es en fait dépendant de ces pays, parce qu'ils sont dépendants pour leurs importations, ces sanctions ne marchent pas, tu comprends? Donc, tu ne crois pas en une guerre froide, je Ah dirais. si, 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 si. Ils vont faire une guerre froide, mais de nouveau, c'est tirer une balle dans le pied, c'est ce qu'a dit Carter. Carter a dit on a été en guerre presque toute l'histoire des États-Unis. Et Ma, le type qui a fondé, cette alternative à Amazon, l'alternative chinoise à Amazon, Oui, comment ça oui, s'appelle? Alibaba. Alibaba, voilà, c'est ça. Ben, lui, il a dit, voilà, les États-Unis ont dépensé je ne sais combien en guerre et nous, on a investi dans les transports en commun, dans les avions, dans tout ça, d'investissement. C'est très marrant parce que euh, le système américain, et alors ils vont faire quoi? Ils vont faire une guerre à la Chine, mais qu'ils y aillent. Mais la Chine a des missiles, ils ont des armes atomiques. Si vraiment il y a une guerre, une vraie guerre chaude, ben, ça va être la destruction mutuelle assurée. Ils le savent des deux côtés, donc ils vont, à mon avis, ils ne vont pas le faire. Donc, ils vont faire des manœuvres dans la mer de Chine, ils vont faire des trucs comme ça, mais qui ne sont pas très sérieux, qui ne vont pas, sauf accident, c'est ça ce que je crains, un accident, un espèce de Sarajevo, parce que Sarajevo, c'était aussi un accident, si on veut, qui enclenche une guerre mondiale. Mais ce n'est pas une guerre, oui, ça va être très vite mondiale, euh, mais, mais je ne pense pas qu'il n'y a pas une stratégie réellement. Oui, il y a une stratégie de guerre froide. Alors, il y a aussi des objectifs internes aux États-Unis, hein, parce que toute cette agitation anti-russe, anti-chinoise, la population est mobilisée par les médias. Alors, il y a les politiciens renchérissent, et c'est le jeu, entre guillemets, démocratique, parce que Biden, maintenant, il attaque Trump parce qu'il n'est pas assez anti-chinois. Trump attaque Biden parce qu'il n'est pas assez anti-chinois. C'est Donc, ils ça. vont faire de la surenchère, comme pendant la guerre froide avec l'URSS. Mais ils n'ont pas fait la guerre à l'URSS, finalement. Ils ne l'ont pas fait. Ça s'est effondré intérieurement, mais je ne crois pas que le système chinois va s'effondrer. Donc, je veux dire, je ne sais pas ce que. Tu vois, je pense il faut toujours analyser dans ces trucs géopolitiques. Moi, j'insiste toujours sur la part d'irrationnel qu'il y a, tu vois. C'est C'est ça. que les trucs ne sont pas si rationnels que ça. Y a pas, et quand les gens prétendent chercher leur intérêt, ils ne le trouvent pas toujours, comme je vais donner l'exemple d'Hitler, de Napoléon, etc. Tu sais, un peu avant 1914, Lénine disait que les empereurs d'Autriche, Hongrie, d'Allemagne et de Russie ne feraient pas aux socialistes le cadeau de la guerre. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas se faire une guerre entre eux qui allait amener les socialistes au pouvoir, etc. Or, ils ont fait une guerre, et à la fin de la guerre, ils avaient tous les trois perdu leur empire. Et les Turcs aussi, enfin les Ottomans aussi. Oui. Donc, si tu veux, tu peux t'auto-détruire dans une politique soi-disant, où tu soi-disant cherches tes intérêts. Mais Parce que c'est-à-dire tu que ne vois pas tous les aspects de la question. moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu plus, c'est que je n'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, en fait, on parle d'État américain. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu parles aux Chinois, tu sais que tu parles à l'État chinois. Quand tu parles aux Russes, tu parles à l'État russe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas devenus un espèce de conglomérat d'intérêts divergents qui se tirent un peu les pattes les uns dans les autres, avec des intérêts privés qui sont devenus tellement obèses qu'on va dire qu'ils dictent la politique des États-Unis en fonction des intérêts privés d'un groupe particulier. Raison pour laquelle, même si tu négocies aujourd'hui avec l'administration Trump, ce n'est pas sûr que l'administration prochaine, qui elle va peut-être jouer sur d'autres lobbies, peut-être moins sur le lobby militaire, va, comment dirais-je, revenir sur cette décision. En fait, aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que les États-Unis, en fait, c'est comme un poulet sans tête qui court et tu ne sais plus trop en fait dans quelle direction ils sont en train de partir. C'est-à-dire que je ne sais même pas si on peut encore parler aujourd'hui d'une administration américaine cohérente et qui prend une décision pour l'intérêt national de son pays en fait. Je ne sais pas si tu me Non, je suis. suis d'accord.
Ça, je suis Hein? d'accord. Ça, je suis d'accord, mais si tu veux, il y a un type qui s'appelle Caleb Maupin, qui est un journaliste à RT, qui fait l'analyse suivante. Il dit que, si tu veux, tu as les riches, ou les milliardaires, mais qui ne sont pas super riches, c'est pas les Dupont, c'est pas les Rockefeller, c'est pas Amazon, etc. Enfin, oui, c'est pas Amazon, etc. C'est pas les grandes multinationales, genre Bill Gates, etc., qui veulent vraiment un maximum de stabilité dans l'ordre mondial et qui veulent, si tu veux, continuer à maintenir la position hégémonique des États-Unis, mais à travers une politique relativement non agressive, ben, comme modérément. Et puis les autres qui veulent simplement, qui ont une vue beaucoup plus à court terme et qui sont beaucoup plus liés aux militaires, qui sont plus alors reliés à des tentatives de renversement de régime, etc. Ça, c'est probable. Et qui sont incarnés par l'administration Trump. Tu vois? C'est ça. Tandis que les autres seraient plutôt du côté de, Les globalistes, on va dire. oui, mais globaliste, j'aime pas beaucoup parce que tu vois, il n'y a pas vraiment de globalistes. Il y a des gens qui veulent l'hégémonie américaine sur le monde, mais les gens qui craignent, qui sont anti-globalistes, craignent un gouvernement mondial. C'est comme ceux qui craignent un gouvernement européen, mais ça ne va jamais arriver, il n'y aura jamais, parce que les nations existent, elles vont continuer à exister. Donc, si tu veux, ils veulent une hégémonie d'un gouvernement, d'un pays particulier sur le reste du monde, mais ce n'est pas ça l'idée d'un gouvernement mondial. Moi, j'ai été élevé dans le culte du gouvernement mondial, mais le gouvernement mondial était supposé être démocratique et représenter tous les pays. Ce n'est pas du tout ce que les gens qu'on appelle globalistes veulent. Les globalistes américains, ils veulent l'hégémonie américaine, mais ils peuvent éventuellement vouloir une hégémonie sans trop secouer le bateau, tu vois. C'est Tandis ça. que des gens, d'autres veulent plus le conflit, soit avec la Russie, soit avec la Chine, mais ces conflits sont toujours des conflits, tu vois, de basse intensité. Et alors, par exemple, prendre les embargos et tout ça. De nouveau, ça va faire beaucoup de mal à des pays comme l'Iran, et encore plus évidemment au Nicaragua, Cuba, etc. Mais d'un autre côté, ça force ces pays à se développer. C'est ça. La médecine cubaine n'existerait pas sans l'embargo. C'est cynique de dire ça, mais c'est comme ça. La Chine ne serait pas développée autant sans l'hostilité américaine. La Russie s'est remise, à cause de la période Yeltsin et à cause du pillage des ressources, il y a eu Poutine et il y a eu le redressement de la Russie. Donc, ces méthodes de gangsters ont toujours des effets contre-productifs à terme, tu comprends? Ou bien alors, tu vas là, tu écrases le pays, tu le démolis complètement, mais même l'Irak n'a pas complètement disparu. Donc, si tu veux, c'est pas si facile de faire disparaître des J'ai pas pays. l'impression qu'ils ont appris en fait les leçons d'histoire, c'est-à-dire qu'ils répètent à chaque fois le même genre de. Non, ils n'ont absolument appris aucune raison de son histoire. Je ne sais pas si l'invasion ratée du Venezuela il y a quelques jours était faite par eux ou si des services américains, ça, on n'en sait rien pour l'instant. Un véritable fiasco, hein, je veux dire, c'était. Mais oui, mais justement, mais alors on me dit qu'ils ont tout organisé pour le 11 septembre, mais comment ils ont fait? Ils ont raté la baie de Cochon en Iran, tu te rappelles sans doute, en 79, il y a la crise des otages, ils ont envoyé des hélicoptères Ils sont pour sauver écrasés, les oui. otages qui sont écrasés dans le désert. Je veux dire, je veux dire, plein de ces opérations, soi-disant, de ce soi-disant État profond, de cette CIA qui est sous-puissante, etc., tournent au désastre. Et Oui, donc, je ne vois pas, si tu veux, je ne dis pas qu'ils ne sont pas méchants ou nuisibles, je pense qu'ils sont horriblement nuisibles, mais d'un autre côté, ils ne sont pas tout-puissants, au loin d'être tout-puissants, et ils sont loin d'être omniscients, ils sont loin d'être lucides, c'est ça ce que je pense. d'accord. Alors, le dernier point que je voudrais aborder avec toi, c'est justement l'avenir de l'Europe. C'est-à-dire que, eu égard à tout ce qu'on vient de dire, ces espèces de structures supranationales qui on va dire, prennent les décisions les plus importantes pour les États, selon toi, quel est leur avenir? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va de plus en plus vers un monde où tu as des hyperstructures ou des superstructures supranationales, transnationales, qui deviennent de plus en plus importantes avec des technocrates qui dirigent? Ou est-ce qu'on va plus vers un monde où justement il y a un retour vers une forme de patriotisme, de nationalisme? Mais tu vois, moi là-dessus, je suis entièrement gaulliste. De Gaulle disait que les peuples sont comme des chaînes, ils durent 1000 ans. Et les peuples européens n'ont pas donné le moindre signe de disparition comme peuple malgré la construction européenne. Regarde, je ne sais pas, les matchs de l'Euro ou quelque chose comme ça. Les gens sont hyper patriotiques, tous les pays sont mobilisés derrière leur équipe. Mais pourquoi ça? Ils pourraient aussi bien aimer l'équipe allemande s'ils sont italiens ou l'inverse. Après tout, en Belgique, ça arrive. Tu parles aux habitants de Bruxelles qui aiment bien le standard ou je ne sais pas quoi. C'est pas aussi localisé que ça, Oui. tu vois.
Mais dans les trucs nationaux, c'est terriblement national. Et qu'est-ce que tu veux? Ils ont des langues différentes, des histoires différentes. Ils se sont fait la guerre il y a 70 ou 80 ans. Qu'est-ce que, comment on veut? Et on se rappelle de ces guerres, parce qu'on se rappelle de la capitulation de l'Allemagne, on se rappelle de l'invasion de la Belgique, hein, le 10 mai, maintenant, hier. Bon, je veux dire, on se rappelle de tout ça. Et ça n'a pas disparu. Et donc, si tu veux, l'idée que les Allemands vont payer pour les Italiens, ben, ils disent non, ils ont dit non pour les Grecs, ils disent non pour les Italiens. Pourquoi ça t'entend à ce qu'ils disent? Oui, on leur crache au visage tout le temps, on dit vous êtes des salauds. Et ils vont dire oui, on est des salauds, on va vous payer. Non, ça, il ne faut pas rigoler. Ça a marché un petit peu après la guerre, mais ça ne marche qu'en fonction de rapport de force, et le rapport de force n'est pas là, on ne va pas envahir l'Allemagne. Et donc, eux, ils ont leur. Bon, ils ont un double, à mon avis, ils ont un double discours. Officiellement, ils se repentent pour le passé, etc. Puis après, ce qui se dit en privé, je ne suis pas sûr qu'ils débordent d'amour pour les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Grecs, ou d'admiration pour ces peuples. Et donc, ils ne vont pas payer. Les Hollandais, alors là, comme les Hollandais, ils n'ont aucune culpabilité, ils sont encore plus nets là-dessus. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, tu vois, le problème fondamental pour moi, c'est qu'ils ont voulu faire l'euro et ils se sont dit l'euro va forcer les gens à s'intégrer. Mm-hmm. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'intégration parce que les monnaies divergeaient dans le passé. Et donc, on a décidé. Donc, il y avait, par exemple, le franc français, quand De Gaulle a créé le nouveau franc, valait un mark. Et quand on a passé à l'euro, il fallait 3 francs pour un mark. Oui. Ben, c'est la même chose avec la lire, la pesette, bon. Et donc, toutes ces monnaies ont fluctué au cours du temps. Et la seule façon d'avoir une monnaie unique, enfin, un cours de change unique, parce que c'est ça ce que ça veut dire, c'est d'avoir des transferts, comme il y a entre la Flandre et la Wallonie, ou entre le Brabant wallon et, je ne sais pas, le Hainaut, ou même si tu es avec la Wallonie. Tu vois, je veux dire, des régions riches vont transférer vers les régions pauvres dans le cadre d'un État unitaire. Mais il n'y avait pas les États unitaires, donc on a mis la charrue avant les bœufs en créant l'euro. Et l'euro a créé des problèmes de divergence, c'est-à-dire finalement, les gens vont investir leur capital en Allemagne parce qu'ils se disent, si on sort de l'euro, ça va être transformé en Deutsche Mark qui va valoir plus que la lire italienne, la nouvelle lire et des trucs comme ça. Donc il y a des tas de transferts de capitaux qui vont vers l'Allemagne, il y a des investissements qui vont se faire en Allemagne, etc. Et donc on a créé exactement comme si tu veux, une entreprise va s'installer, pour prendre la France ou la Belgique, va s'installer dans la région parisienne ou dans le Brabant wallon, plutôt que dans le Hainaut ou dans la Creuse, etc. Et ça, ce sont les inégalités qu'il y a à l'intérieur entre les régions, mais qui ne sont tolérables que parce qu'il y a des transferts. Donc, selon toi, en fait, si j'ai bien compris, je dirais une Union européenne qui ne tient que sur une monnaie unique n'a pas d'avenir, en fait. C'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire qu'on a voulu créer en mettant la charrue avant les bœufs, en créant la monnaie unique avant de créer une unité politique. Oui, mais unité politique qui, à mon avis, est impossible parce que, de nouveau, tu vois, c'est comme les Flamands et les Wallons. Combien de Wallons regardent ou lisent des journaux ou regardent les TV ou les radios flamandes ou vice-versa? Pratiquement aucun. Et vice-versa, même si les Flamands connaissent le français, ils vont quand même écouter leur propre TV, radio. C'est la même chose avec les Allemands par rapport aux Français, aux Italiens. En plus, là, les gens connaissent vraiment pas les langues des autres. La seule langue que les gens connaissent, c'est l'anglais. On ne va pas tous parler anglais, pas en pratique. Hein. Et donc, évidemment, il n'y a aucune communication. Tout ce qui est, finalement, on va mettre en avant, les TV allemands vont mettre en avant les réussites de l'Allemagne, les préoccupations de l'Allemagne, etc. Et idem en Italie. Et donc, il n'y a pas de disparition des peuples dans leur hétérogénéité. L'Europe, c'est la Belgique. L'Europe, c'est la Belgique, mais 10 fois plus grand, avec des différences beaucoup plus grandes entre les Finlandais et les Portugais qu'entre les Flamands et les Wallons. Tu vois? Si j'ai bien compris, ta position à toi, ce n'est pas nécessairement donc de promouvoir une Union européenne, ou alors est-ce que Je pense qu'il faut la démanteler pacifiquement, mais je ne sais pas comment ça va se faire. Il faudrait démanteler pacifiquement l'euro, revenir au monnaie nationale, ce qui va être très, très cher pour les pays qui vont voir leur taux d'intérêt élevé, l'inflation importée, d'évaluation de leur monnaie, etc. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Là, je ne suis pas du tout sur la même ligne que les souverainistes français, par exemple, ou ailleurs. Mais je ne vois pas comment on va faire, je vois pas comment on va continuer. Bon, ils vont continuer parce que toutes les élites européennes c'est une religion. Si tu veux, toutes les élites européennes sont convaincues que c'est l'avenir. Mais moi, je pense que c'est le passé. Bon, on verra qui a raison à terme. Je ne serai peut-être plus là, hein, mais je veux dire, si le Covid-19 revient, fait son boulot un peu plus sérieusement et que je disparais, on verra. Mais j'espère que non. J'espère aussi que non, mais je veux dire, non, je plaisante, mais je veux dire, j'en sais rien combien de temps ça va prendre, mais c'est vrai que je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Et en plus, tu vois, ils ne répondent jamais à cette question. Moi, je ne vois jamais
oh, l'Europe, c'est magnifique, il faut être solidaire, etc. Mais ils ne disent jamais comment ils vont faire. Parce que les Allemands, ils peuvent très bien dire qu'ils ne veulent pas faire des eurobonds, etc. avec les Italiens, parce qu'ils disent que ça va être un prix sans fin. Ils sont endettés, mais on va être encore plus après. Et donc, on va devoir assumer de nouvelles dettes, Mais etc. justement, c'est de ça dont je voulais te parler, parce que ce virus a quand même montré que ces mécanismes de solidarité, ils ont quand même des limites assez conséquentes, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est quand même assez C'est paradoxal. normal, c'est normal. Tu vois, les gens disent qu'ils sont égoïstes, mais ils ne sont pas égoïstes avec leur propre peuple, ce qui est déjà bien. S'il y a une solidarité à l'intérieur de l'État-nation, moi je suis content. Parce que sinon, s'il n'y a pas de solidarité à l'intérieur de l'État-nation, tu as deux phénomènes. Tu as d'abord, tu as l'ultra-individualisme, le mec qui dit, moi je m'en fous de tout le monde. J'ai vu un jour un type qui se vantait d'avoir acheté un écran plat en Chine, qui en plus travaillait pour la Commission européenne, je crois, et bon marché. Enfin, je veux dire, c'est l'idée. Alors moi, je me débrouille tout seul, il n'y a pas de société, ça n'existe pas. Ça, c'est une idéologie. Ou bien l'autre, c'est la recréation de liens communautaires entre musulmans, et encore, entre chiites d'un côté, sunnites de l'autre, on ne sait jamais, ou les juifs, tu vois, et tu vas créer des liens communautaires, ou les bretons, ou les corses, ou je ne sais pas quoi, parce que les gens vont avoir besoin de liens. L'État-nation, pour moi, c'est évidemment, s'il y avait un État-nation européen, moi, je ne serais pas contre, s'il pouvait exister démocratiquement, mais le problème, c'est comment surmonte-t-on les différences entre les différences de langue, d'histoire et de culture. Si les États français, allemands, italiens, etc., ou belges, qui est relativement artificiel, mais les autres, comment ils se sont créés? Ils sont créés par la force, par l'invasion, par l'annexion au cours des siècles. Tout le Oui, monde ne mais parlait pas ici, sur, français. ici, Tout le sur monde ces... ne parlait pas français dans le temps, en France. En Oui, Italie, quand ils ont fait l'unification, la plupart des gens ne parlaient pas ce qu'on appelle l'italien. Mais ça a été imposé par l'école, par la télévision, par la radio, etc., petit à petit. Et oui, qu'est-ce mais que tu vas faire en Europe? Tu vas imposer l'anglais à tout le monde? Comment tu vas faire? Oui, mais ici, justement, entre ceux qui font la promotion d'un monde sans aucune frontière, où tout est plus ou moins interchangeable, où le paysan afghan pourrait demain venir remplacer les boueurs parisiens assez rapidement, où l'idée même de l'appartenance à un territoire n'existe plus, et ceux qui promeuvent en fait un espèce de retour identitaire à droite, on va dire entre ces espèces, moi je les appelle en fait les globalistes qui n'ont qui font une promotion en fait de l'hyper-individualisme, et d'un autre côté l'identitarisme de droite nationale, on est quand même mal, entre guillemets, mal barré. C'est-à-dire que Ah, qu'est-ce ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Par exemple, si tu prends l'alternative für Deutschland, maintenant, ça c'est le pire de tout. Ils ont reçu le soutien de Yael, je crois, Netanyahou, le fils de Netanyahou. Et alors, leur slogan, c'est pour bon, évidemment, ils veulent une Europe des États-nations indépendants. Ils sont contre l'Union européenne, tu vois, et ils veulent une Europe chrétienne. Et le fils de Netanyahou, qui est quand même juif, soutient ça parce qu'il est contre l'Union européenne, parce que l'Union européenne, soi-disant, est méchante avec Israël. Bon, ils ne sont pas vite contents, mais il dit ça. Et alors, il veut une Europe, et les autres veulent une Europe chrétienne. Alors, normalement, en général, si tu dis aux États-Unis que tu veux des États-Unis chrétiens, tu vas voir la plupart des organisations juives contre toi. Et ici, il est pour. Parce que chrétien veut dire non musulman. Et donc, comme l'idée que les de faire intérêts l'unité, politiques c'est faire l'unité, tu vois, c'est faire l'unité contre les musulmans, euh, là, ils sont pour. Et donc, ça, c'est oui, la pire combinaison qu'on puisse imaginer, mais c'est une combinaison que tu vois aussi chez les républicains français. Hein. Le problème, c'est l'islam. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres problèmes et que, bon, il y a un problème de l'immigration, ça je suis d'accord, mais le problème n'est pas que l'islam, pas principalement c'est-à-dire l'islam. qu'à défaut de pouvoir trouver, on va dire, un élément ou des éléments qui font sens pour créer un lien entre les gens, pour créer une identité ou du commun, ben, à défaut d'en créer une, ils en créent une par défaut. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on est, mais on est certain Dans de le ce qu'on n'est con, pas. ouais. Et C'est donc les l'ennemi. Non, musulmans, mais la création de l'ennemi, tu vois, c'est aussi la même chose avec les Russes et les Chinois. Tu crées un ennemi et alors tu te donnes un but, mais le but peut être très autodestructeur, comme j'ai donné tous mais les exemples historiques. Mais justement, j'arrive pas à comprendre parce que tes critiques, en tout cas tes critiques, estiment que tu es quelqu'un d'extrême droite. Mais moi, j'ai jamais vu en toi ou chez toi un discours Moi qui est non lié à plus. l'extrême droite. Et je suis assez étonné de ce genre de Oui, mais critique le un problème peu de bizarre, l'extrême tu droite, vois. oui, mais le problème de l'extrême droite, c'est le monde à l'envers. Tu défends la liberté d'expression suivant les principes de la Constitution française, belge, de la Déclaration universelle, etc. Du coup, parce que les gens ont pris de liberté d'expression le plus radicalement, c'est les négationnistes et des trucs comme ça, ou les antisémites. Bon, parfois d'autres personnes, mais surtout ça. Du coup, tu es assimilé à l'extrême droite. Ça, c'est un premier truc. L'autre, c'est la constatation que je fais de l'existence des nations.
Mais De Gaulle disait ça, il n'était pas d'extrême droite. Enfin, plein de gens ont pensé cela. Et Non, mais c'est une surtout que sur le évidence. plan économique, tu n'es pas du tout Ah, un mais soutien à non, non, 100% du néolibéralisme, moi, je toi. serais considéré comme d'extrême gauche, Voilà, c'est ça. même sur les autres, la liberté d'expression, c'est pas de droite. Hein. Traditionnellement, c'était de gauche. C'est seulement qu'il y a cette inversion des valeurs. Et la question de la disparition, la défense de l'État-nation, la résistance, elle doit défendre son État-nation dans tous les pays. Dans tous les pays. Mais c'est bien que tu... Les résistants français, ils voulaient que la France survive. Les résistants belges voulaient que la Belgique survive. Ils ne voulaient pas la construction européenne. Ça, c'est venu après. Non, mais Et, c'est bien que tu l'expliques parce que moi, personnellement, en tout cas, dans tes propos et dans tous les débats que j'ai eus avec toi, et pourtant j'ai suivi pas mal de débats que tu as eus sur RT, sur d'autres chaînes, je veux dire, j'ai écouté, j'ai oui, jamais merci. rien entendu qui soit lié à l'extrême droite identitaire qui fait la Mais promotion non, de... je m'en fous, je m'en fous. Moi, je suis totalement non identitaire. Je ne m'agite même pas quand la Belgique marque un goal en coupe de je ne sais pas quoi. Donc, si tu veux, moi, j'ai aucun sentiment identitaire. Mais si tu veux, c'est comme mon souverainisme, c'est comme le fait que je pense que si le département de physique prend des décisions, il ne doit pas demander l'avis du département de sociologie ou de la faculté de médecine. C'est Et il ça. ne faut pas non plus que tout soit centralisé au niveau du rectorat. Or, la construction européenne, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu ne laisses pas les pays qui existent, les peuples qui existent, décider par eux-mêmes. Et tu vois, la Belgique de ma jeunesse, c'était une Belgique tout à fait unitaire. Il y avait 4 partis, ils étaient tous bilingues, enfin, probablement monolingues français, mais ils étaient tous bilingues. Il y avait socialistes, catholiques, libéraux et communistes, mais ils étaient les 4 partis représentés au Parlement. Il n'y avait qu'eux. Il n'y avait pas de parti linguistique, il n'y avait pas des trucs genre défi, Vlaams, hein, le Vlaams bilingue et des trucs comme ça n'existait pas. La Volksunie, ça n'existait pas. Et donc, tout était unitaire. L'université de Louvain était unitaire, tout, tu vois. Et tout s'est dissous. On n'est pas totalement séparés, mais on a été vers la séparation. Et les Belges, une exception près, c'est-à-dire moi, enfin non, j'exagère, mais pratiquement sans exception, sont pour la construction européenne. Mais ils n'expliquent jamais si la Belgique s'est dissoute, comment ils vont faire un État unitaire avec le Portugal et la Finlande. Tu vois? Et tout le Moi, j'ai problème, travaillé, j'ai visité presque, pour mon travail, je ne parle pas comme touriste même, la plupart des pays d'Europe, et j'ai même travaillé comme salarié temporaire dans plusieurs d'entre eux. C'est facile de se rendre compte que ces pays sont différents. C'est pas l'Afghanistan et la Belgique, mais ils sont différents. Ils sont suffisamment différents pour que supprimer leur existence et les fusionner dans un tout me paraît impossible. c'est Si tu ça. avais un gouvernement, par exemple en Belgique, tu as la question de la parité des membres du gouvernement. Maintenant, résous ce problème au niveau de l'Europe. Combien tu vas mettre de Belges dans un gouvernement, d'Allemands, de Polonais, de Lettons, etc. Si tu en mets un représentant, un des représentants proportionnellement à la taille de l'État, tu vas déjà te retrouver avec un nombre de ministres ahurissant. Tu vois? C'est bien. C'est Si bien. Ben, tu as un laiton, tu vas avoir besoin de combien d'Allemands pour être proportionnel. Tu vois, je veux dire, rien que ça, c'est déjà impossible, sauf si évidemment les peuples disparaissent et que ça n'a plus d'importance. De même qu'en France, on ne compte pas dans le gouvernement combien il y a de Bretons, de gens du Sud, du Nord, etc. Enfin, la plupart des gens ne font pas ce comptage parce mhm. qu'ils sont tous français, mais on n'est pas tous européens. C'est ça le problème, c'est que le projet européen est basé sur une utopie et il ne peut fonctionner. De Gaulle n'était pas anti-européen, mais voulait une Europe des nations, souveraine, mais collaborant entre elles, mais souveraine. Et ça, c'est la seule solution, à mon avis. Oui, il va falloir parce que bon, je me suis beaucoup intéressé aux questions, on va dire, à caractère identitaire. Qu'est-ce qui crée le lien dans une société? Je vois mal comment on peut créer du lien sans passer par l'histoire. Et en passant par l'histoire, ben, inévitablement, la composante chrétienne, tu peux difficilement faire l'économie de l'intégration. Tu peux difficilement parler d'une identité sans t'attacher à l'histoire. Or, l'histoire de l'Europe, elle a une composante chrétienne. Alors moi, je ne suis pas en train de promouvoir quoi que ce soit. Je dis tout simplement que je peux comprendre ces tensions, en fait. Hein, Oui, tu mais vois. moi, je pense aussi que tu as une composante de lutte contre, dans, de lutte contre la religion et surtout de lutte contre le cléricalisme. En tout cas, dans l'histoire de France, bon, je ne connais pas l'histoire de tous les pays, mais même en Allemagne, je veux dire, les Lumières, ça a commencé avec Spinoza et avec plus ou moins à cette époque-là. Et donc, si tu veux, tu as une lutte, une critique qui a probablement eu lieu aussi dans le monde musulman, juif, etc., et probablement dans d'autres cultures, mais qui est assez longue. Et moi, j'accepterai jamais l'idée d'une Europe chrétienne. Elle est ce qu'elle est. Si les gens ont envie de s'identifier comme chrétiens, libre à eux. Mais moi, j'accepterai jamais
que l'État s'identifie au christianisme. Et je pense que là, je ne suis pas le seul. Hein. Je pense qu'en Non, non, Belgique, non, même de chrétiens. Non, mais par exemple, quand on a voulu mettre le caractère chrétien de l'Europe dans la Constitution, les Français s'y sont opposés. Et à mon avis, ils avaient raison. Mais de nouveau, c'est toujours la même arnaque. C'est parce que c'est par opposition aux musulmans. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'être opposé aux musulmans. On n'a pas besoin bon, si les gens veulent s'identifier comme chrétiens, ils font ce qu'ils veulent, mais l'État doit être totalement neutre là-dessus. Et donc, moi, je ne vois pas l'importance. Moi, tu vois, parce que tu peux avoir une mémoire différenciée, tu peux penser à Rabelais, tu peux penser enfin, pour prendre la culture française, ou à Galilée, ou même à Descartes, qui était quand même relativement rationaliste. oui, Alors, complètement aussi. à Diderot, tu peux penser à Diderot, tu peux penser à Dolbach, à de la Métrie, tu peux penser à tous les penseurs, à Voltaire, tu peux penser à tous les penseurs, si tu veux, qui n'étaient pas bigots. Ils n'étaient pas des orthodoxes, ils n'étaient pas l'Église, ils n'étaient pas qui étaient déistes, qui étaient bon, mais enfin, ils étaient plus ou moins sceptiques, ils mettaient en question. Et ça, c'est une longue lutte contre le dogmatisme, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais bon, on va dire que c'est une question qui pour moi est assez épineuse parce que je vois mal comment tu peux, on va dire, construire une identité sans lier ton identité à un sens qui existe dans le passé. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'un régime politique puisse incarner une identité. Tu ne peux pas être, voilà, moi, mon identité, c'est être Est-ce qu'on a besoin... Oui, mais nouveau, hein. moi, je ne suis pas convaincu qu'on a besoin d'identité, on a besoin d'autonomie, de décision dans des groupes qui ont un certain sentiment d'appartenance, mais le sentiment d'appartenance, il peut être basé sur des considérations diverses. C'est essentiellement, pour moi, c'est essentiellement le sentiment de solidarité. S'il y a une solidarité entre les Allemands, ben c'est très bien. Mais demander que cette solidarité s'étende aux Grecs et aux Portugais, etc., ça c'est utopique. C'est Oui, tout. Mais c'est tout. Mais le sentiment d'identité entre les Allemands, est-ce qu'il passe par le fait qu'ils sont tous chrétiens? Ça, j'ai des doutes, parce que même en Allemagne, évidemment, tu as des sceptiques. Et surtout à l'heure actuelle, et même dans l'histoire. Et donc, tu as eu. Je pense que moi, je pense que c'est ça, c'est-à-dire un sentiment de, effectivement, on est tous ensemble et on a un certain, en général, à l'intérieur d'un État-nation ou d'un sous-État comme la Belgique, les Flamands et les Wallons. Tu vois, moi, je ne suis pas spécialement anti-flamand. Je ne souhaite évidemment pas la sécession de la Flandre parce que c'est une catastrophe pour nous, mais je peux comprendre que les Flamands ressentent ça et s'ils sont solidaires des Flamands, ben, ils sont au moins solidaires des Flamands. Sinon, l'alternative, je te dis, c'est l'individualisme absolu ou le sous-communautarisme, où ce sera alors la la solidarité politique dans la communauté identitaire, oui. musulmane. Oui. Le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est un point sur lequel il y a eu pas mal de polémiques et sur lequel tu t'es prononcé, on va dire, un peu à l'encontre des gens qui te suivent hein, et des gens qui t'aiment beaucoup et qui te respectent beaucoup. Donc, j'aurais voulu que tu clarifies un peu ta position par rapport à cela parce que globalement, bon, tu es un scientifique, tu es un chercheur, tu sais qu'est-ce qu'un protocole scientifique, tu sais qu'est-ce qu'un protocole, tu sais que ces protocoles évoluent, mais tu es également quelqu'un qui est censé ne pas ignorer que, par exemple, dans le domaine de la recherche, les molécules qui n'ont plus aucune licence et qui n'ont plus aucun intérêt financier jouissent de beaucoup moins, je dirais, de possibilités de financement. C'est-à-dire que si Oui, on bien sûr. parle, voilà, donc ça, tout ça, tu connais. Et tu sais que, par exemple, par rapport à ce problème de virus dont on a parlé, l'histoire de cette chloroquine, elle a quand même créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques et beaucoup de discussions. Et j'aurais voulu que tu Oui, clarifies oui, ta oui. position par rapport à Oui, ça oui, oui. pour que Oui, les oui. choses soient claires, tu vois? Bon, moi je suis physicien, donc je ne connais rien à la biologie, à la médecine, même à l'épidémiologie, etc. Mais évidemment, j'ai un certain sentiment d'abord de sympathie pour la communauté scientifique. Tu vois, moi j'ai quand même passé toute ma vie à étudier des problèmes très aigus, etc. Mais sur ces problèmes, bon, je ne connais pas tout, je ne suis pas spécialiste de tout, je ne connais rien à la cosmologie, je reconnais qu'il y a des choses que je ne connais pas, mais sur certains problèmes que j'ai étudiés, je ne suis pas d'accord pour dire que ce que je connais, c'est la même chose que ce que n'importe qui met sur Facebook. Tu comprends? Je veux dire, il y a un moment donné où je pense qu'il y a quand même une certaine expertise. Alors, il y a la question du financement. Mais je pense que les gens ont une vue trop mécaniste de ça. Je ne sais pas comment ça marche avec des firmes, parce que mon financement, le financement dans lequel moi j'ai participé, c'est en général, ça vient de l'État, mais aussi de l'armée, tu vois. Alors, il y a des gens qui ont l'idée à vous payer, travailler pour l'armée, donc vous allez faire des bombes et des trucs comme ça, mais ce n'est pas vrai du tout. L'armée finance des trucs en recherche pure qui n'ont aucun intérêt. Elle le sait. Il y a un intérêt politique qui est qu'alors les gens ne vont pas mordre la main qui les nourrit, ils ne vont pas être trop antimilitaristes, il y a des conflits, etc.
mais c'est tout. Ils ne vont pas travailler pour l'armée littéralement. Et moi, je suspecte que dans les financements des labos, il y a aussi des dépenses de prestige. Tu vois, d'abord, c'est déductible des impôts. Ces firmes pharmaceutiques font de l'or en barre. Donc, si tu veux, ils peuvent aussi donner de l'argent au labo. Ce n'est pas des grosses sommes pour eux. Et alors, ils ont évidemment une certaine influence, un certain prestige, etc. Et ça ne veut pas dire que toutes les manips sont manipulées pour faire plaisir au labo. Ça, je ne pense pas. Et le rapport doit être un peu compliqué. Et en plus, il y a quand même, bon, quand tu publies dans les revues avec comité de lecture, tu as quand même des comités de lecture, bon, qui sont ceux qui sont, mais tu as des concurrents. Donc, tu vas avoir des gens qui sont payés par d'autres labos, tu vas avoir des gens de l'étranger qui lisent tes articles. Tu ne peux pas trop faire le guignol. Et donc, l'idée, si tu veux que mais tout ça, ils sont payés par les labos, ce n'est pas si simple, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Non, c'était pas Moi, trop. Ouais, c'était pas trop de ça, parce que ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, dans ton domaine à toi, soit c'est les militaires qui financent, soit c'est l'État. Mais dans le domaine pharmaceutique, en tout cas, moi, j'ai pas mal d'amis médecins et qui sont dans la recherche. On sait, ah par oui, exemple, pertinemment bien que une molécule qui n'a plus un patent oui, dessus, ça c'est vrai. elle ne bénéficie plus du tout. Par Oui, exemple, ça c'est demain, vrai. si tu dois faire demain une étude, par exemple, une molécule qui est quasiment produite par tout le monde et qui a plus de patent, qui va la financer? L'État, bon, tu vois, oui, Mais l'État mais finance pas mal de trucs. oui, mais en Europe, L'État finance encore l'INSERM, l'Institut Pasteur, etc. Ces trucs-là ne sont pas que financés par des firmes, numéro un. Numéro deux, ces études ne sont pas, c'est pas construire un accélérateur au CERN, ces études ne sont pas hyper coûteuses. Et je pense que les gens peuvent très bien faire ce genre d'études. D'ailleurs, ces études sont en train d'être faites. Il y a des problèmes dans l'étude Discovery, mais il n'y a pas de principe de refuser de faire ce genre d'études. Et de nouveau, comme j'ai dit dans une autre interview, Big Pharma n'a pas un monopole à l'intérieur du capital français. S'il y avait une molécule comme la chloroquine, c'est enfin, oui. oui, c'est ça, qui fait des miracles, mais je pense qu'on réquisitionne tout de suite les labos. Je pense qu'il n'y a personne qui a dit qu'elle faisait des miracles. Je pense que la Oh, moitié, on va dire. si tu regardes les déclarations de Raoult, par moment, il dit ça. Hein. Mais enfin, bon, ça dépend. Bon, miracle, c'est peut-être pas le mot, mais je veux dire, il va très, très loin dans l'idée que c'est fin de partie, on a trouvé le En fait, là, remède. moi, je veux jouer un peu à l'avocat du diable. Je suis pas Non, en mais train vas-y, mais moi, Non, mais j'essaie je veux dire uniquement par là d'argumenter. que toi-même, tu es quelqu'un qui connaît un peu le monde politique. Tu sais qu'est-ce que peut avoir comme influence un lobby. Tu sais Mais comment bien fonctionne un sûr, lobby. et un Et lobby, il il y n'y a a quand pas même qu'un quelque chose lobby. d'étrange. Il y a quand même quelque chose Oui, d'étrange, Jean. mais il n'y a pas qu'un lobby en France, il n'y a pas qu'un lobby en Non, France. non, j'ai compris, mais tu comprends aussi, si tu veux, qu'un médicament qui est là depuis 50 ans et qui était vendu sans prescription en France depuis jusqu'au mois de janvier, il est passé sur prescription. Et puis tout à coup, on voit des articles venir de certains journaux mainstream qui te disent, voilà, une personne s'est intoxiquée, elle est morte de l'hydroxychloroquine. Et puis tu as des gens qui se voient en train de tomber comme des mouches à cause d'un virus et l'État intervenir en disant aux médecins non, vous n'avez pas le droit de prescrire ça. Donc, je comprends qu'à un moment donné, Non, mais pour autant, oui, certains. ça c'est vrai, mais pour autant que je sache, les gens prescrivent. Ils ont Oui, peut-être oui, non, besoin mais de prescription, mais ils je le sais. font. Moi, je t'avance juste les arguments Oui, je sais, de mais tes d'abord, acteurs. il faudrait vérifier si les gens ne peuvent pas. Parce que je vois qu'il y a aussi des gens qui disent que beaucoup de gens la prennent, et c'est contradictoire avec l'idée qu'on veut la prescrire. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais ma thèse, c'est simplement que si l'efficacité de ce produit était vérifiée, ben, l'État aurait aussi des pressions du secteur agroalimentaire, de l'industrie du tourisme, qui est essentielle en France, de l'automobile, de je ne sais pas, toutes sortes d'industries qui voudraient redémarrer. Je veux dire, la fermeture, par exemple, de tous les l'ORECA, etc., c'est une catastrophe pour le tourisme en France. Il y a des gens qui ne vont pas venir en vacances en France. Et donc, ils vont perdre. C'est pas seulement tout l'argent qu'ils doivent dépenser pour sauver Air France, pour sauver toutes sortes de business, mais ils vont se suicider si, ils vont complètement disparaître s'ils ils ont cette, comment dirais-je, cette politique de fermer l'ORECA. Alors moi, j'ai l'impression que si on était convaincu, après tout, on a pris des mesures de confinement, on a pris des mesures très dures, et ces mesures ne plaisent pas à l'industrie, donc elles ne plaisent pas non plus à Big Pharma. Donc puisque je suppose que, je ne sais pas s'il continue à fonctionner, mais je veux dire, on pourrait très bien imposer à Big Pharma, d'ailleurs maintenant, vous fabriquez ces molécules et vous vous taisez. L'État français aurait la possibilité de faire ça et le ferait si on était convaincu que ça marche. Le problème, c'est qu'il y a tellement de critiques des études de Raoult, de scientifiques, que je ne peux pas juger, mais que j'entends, et je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas les écouter, qui, comment dirais-je, disent non, non, c'est pas certain, ça ne marche pas, on n'est pas sûr. Il y a encore
comment dirais-je, un communiqué de l'Académie de médecine disant que la science n'est pas une option, c'est-à-dire qu'on est obligé, on doit absolument faire des études randomisées en double aveugle. Si je prends 100 000 personnes, je leur donne un médicament, ils vont mieux, ça ne prouve rien si je n'ai pas de groupe Non, témoin. mais là, il y a une différence entre le fait de ne pas être sûr, par exemple, dire on n'est pas sûr, et le fait de dire ça ne marche pas, ou en tout cas, ça ne marche pas dans les conditions X, Y ou Z. Si maintenant tu viens et tu dis on n'est pas sûr qu'il y a un lien de corrélation entre l'administration de la chloroquine à un stade de la maladie et éventuellement une amélioration, là, je peux comprendre. Mais que tu dises ça ne marche pas, là, ça Ah, pose je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, j'ai dit Ah, ok. qu'on n'avait pas prouvé que ça marchait. Et Ah, moi, ok. j'en sais Voilà, voilà, rien. ok. Moi, je n'en sais rien. Si ça... D'ailleurs, les gens qui critiquent le protocole de Raoul disent tous, Olivier Verrieux, il dit, je n'ai pas d'opinion sur la chloroquine. Mais le problème, effectivement, c'est que, un, ne pas respecter les règles et faire des annonces spectaculaires, ça crée une confusion énorme dans l'esprit du public et ça fait qu'il y a une demande pour ce produit qui est probablement exagérée et qui n'a peut-être pas d'effet souhaité, numéro un. Et numéro deux, ça crée aussi une défiance vis-à-vis de la méthode scientifique. Sur ma page Facebook, les gens attaquent tout le temps la méthode scientifique, mais moi, je prétends que c'est la seule façon de savoir si un médicament marche ou pas. Si un médicament passe les tests en double aveugle, c'est-à-dire on prend des échantillons statistiquement semblables, c'est ce qu'on appelle randomisé, alors on donne un placebo, une dose plus faible du médicament, une autre une dose plus forte, ils ne savent pas, ni le médecin ni le patient ne sait ce qu'on lui donne, et qu'on constate une amélioration dans un cas et pas dans l'autre, ça c'est statistiquement significatif. Si tu ne peux pas faire, si tu ne peux pas faire ça, si tu donnes seulement un médicament puis tu vois une amélioration, peut-être que ça, c'est une indication. Mais le test, disons, de plus haute qualité, c'est quand même celui-là. Je Oui, vois tout pas, à fait. conceptuellement, je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Alors, on ne peut pas toujours le faire, mais certainement, il ne faut pas s'attaquer à l'idée de pouvoir le faire, parce que les gens s'attaquent avec des arguments, de mauvais arguments moraux, avec des arguments antiscientifiques, disant que ça ne prouve rien, etc. Si, c'est ce qui prouve le mieux. Oui, ce qui prouve que tu es un vrai Oui, scientifique. mais, oui, mais Là, c'est très pourquoi important. Raoul n'a pas fait ça? Tu vois, si Raoul avait fait ça dès le Je pense début, qu'il y avait aussi un peu le problème de l'urgence. C'est un peu, imagine que tu es au front, imagine que tu es au non, non. front, imagine Mais que tu non, es au parce qu'il a front fait et que des tu vois. études. Non, 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 non. D'abord, même au front, on ne fait pas n'importe quoi. Et de toute façon, il faut distinguer entre les études et l'administration. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on administre cette chloroquine. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Peut-être qu'on peut l'administrer, peut-être qu'on ne peut pas. Je ne sais pas. C'est pas moi qui fais les décisions du gouvernement français. Il ne me consulte pas là-dessus. Je me base seulement sur le principe que, et là, Raoul est explicite dans les attaques contre la méthode, et l'idée que la méthode, c'est un truc que les labos imposent pour gagner du fric et des trucs comme ça, alors qu'il n'y a pas de méthode, les labos se font beaucoup plus de fric en diffusant des trucs Sans qui vont vouloir, faire sans position. vouloir prendre son parti, je pense qu'en tout cas, quand je l'ai entendu, il expliquait que dans l'histoire de l'évolution des protocoles, il y a quand même une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le protocole qu'on Oui, a aujourd'hui est un protocole, entre guillemets, construit. C'est-à-dire qu'il pourrait bien changer sûr, demain et il a été bien différent sûr, avant. bien sûr, bien Voilà. sûr. Il y a une Voilà. époque où on faisait des saignées. Oui, Quand oui, on oui. faisait des saignées, on constatait que ça marchait, mais en réalité, ça ne marchait pas. Il y a une époque où on avait du plomb pour guérir la syphilis. Ça ne marchait pas non plus. Il y avait une vidéo que j'ai mise sur Facebook il y a un certain temps, je l'ai perdue, mais où tu vois un type qui explique qu'il y a 7 traitements relativement récents, enfin qui datent des années 80, 1980 ou après, et qu'on a donné parce qu'on pensait que ça marchait, etc., etc. Et puis quand on les a testés en double aveugle, on a constaté qu'ils ne marchaient pas. Et donc en fait, le groupe témoin, le groupe à qui on donnait un placebo, était favorisé par rapport au groupe auquel on donnait le En traitement. fait, si j'ai compris, mais si j'ai bien compris, toi, ta critique, c'est éventuellement l'effet d'annonce. S'il avait fait cela en tant que médecin de son côté, et Ah, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Mais l'effet d'annonce, le fait de dire que maintenant on en est à un point où des gens ne veulent pas participer à des effets discovery parce qu'ils veulent absolument de la chloroquine, que tu as une ruée sur ce produit apparemment, et que tu as une méfiance généralisée vis-à-vis des grands patrons parisiens, comme si Raoult n'était pas un grand patron, sauf qu'il est à Marseille. Je veux dire, les pratiques, si tu regardes le site Les Crises ou même Mediapart, tu vois des pratiques de mandarins. Donc, ce que je dis, si vous tuez la médecine scientifique, c'est revenir au mandarinat. Il y a un non, type mais qui est une question. j'avais bien Non, non, compris mais que ton c'est ça, souci, c'est ma seule ton critique. souci Après, à j'ai pas toi, d'opinion. non, mais j'avais bien compris que ton souci à toi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que là, pour moi, quand j'ai vu un peu les polémiques et j'ai vu tes positions, je dis non, là, Jean, il n'est pas du tout en train de défendre les lobbies pharmaceutiques, il est vraiment en train de Non, défendre une méthode qu'on appelle la méthode ouais. scientifique.
Voilà. Et il se positionne en tant que scientifique et il faut lui laisser cela. Ce qu'il y a, c'est Mais en plus, c'est qu'aujourd'hui, pas que moi. Moi, à la limite, je ne fais que citer les non, médecins. mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, le problème, c'est que la méthode scientifique, il y a des enchevêtrements entre la méthode scientifique et certains intérêts financiers qui peuvent utiliser la Ça méthode c'est scientifique. vrai, mais si tu veux, c'est comme la justice. Si, si, si si tu critiques la justice bourgeoise parce qu'elle est biaisée, l'alternative, c'est pas d'imposer une justice prolétarienne qui serait tout aussi biaisée, mais dans Non, un non, autre non, sens. mais tu peux comprendre. Ici, non, non, mais souvent les gens voient ça comme ça, c'est-à-dire les gens disent bon, mais ce serait mieux si on se fiait à l'intuition d'un grand patron et qu'on ne devrait pas tester et que Big Pharma pourrait balancer sur le marché n'importe quoi sans contrôle, parce que c'est ça, in fine, l'alternative. C'est comme quand je dis, si on n'a pas de test, on n'a pas de masque, on n'a rien et on ne fait pas de confinement, alors on ne fait rien et on ne sait pas ce Non, qui non, pourrait se non, non, mais passer. j'ai bien compris. Puis Mais c'est la même chose. Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative que les gens qui critiquent la méthode scientifique proposent à la méthode scientifique? Le culte de Raoult, c'est un culte, c'est ça qui m'énerve le plus, qu'il a quand même un peu encouragé, mais ce qui m'étonne sur les réseaux sociaux, etc., il y a deux camps. Il y a des gens, quand j'ai cité une étude qui était une étude américaine qui était montrait que la chloroquine n'était pas très efficace, ben, quelqu'un m'a dit, voilà, il a choisi son camp. Non, je n'ai pas choisi mon camp. Je ne suis pas contre Raoult. Si demain on montre que ça marche, j'applaudis dès demain. Mais je dis aussi que si demain on montre que ça marche, alors tu peux être sûr qu'on va les produire en masse et qu'on va les donner au public. le problème, tu vois, Jean, c'est que, en tout cas, moi, mon analyse par rapport à ça, je suis ni un pro ni un anti, parce que je n'ai de toute façon pas les compétences nécessaires suffisantes que pour pouvoir me prononcer sur des questions je dirais, qui me dépassent. Mais je remarque quand même qu'aujourd'hui, trouver des esprits libres et des gens libres, ça devient de plus en plus difficile dans tous les domaines, même dans le milieu scientifique. Donc, un scientifique qui on va dire, pense, agit et produit d'une manière totalement indépendante, ça devient de plus en plus rare. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont à vendre. Tu vois, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine Oui, scientifique. ça c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai des scientifiques cubains, je ne suis pas sûr que c'est vrai des scientifiques chinois. Je veux dire, Non, non, là-dessus, oui, parce qu'ils non, dépendent mais de le problème, l'État. c'est Tu qu'ils vois. je pense que si tu vas en Chine, à Cuba, ils vont être d'accord avec l'idée d'utiliser des protocoles en double aveugle pour tester leurs produits. Hein. Non, 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 mais justement, c'est pour ça que j'essaye un peu de te faire prendre conscience que les attaques à ton égard, selon moi, n'étaient pas vraiment, on va dire, une critique vis-à-vis de la méthode scientifique. Elle était vraiment une perte de confiance en l'indépendance des gens qui se prononcent, en fait. Oui, C'est-à-dire je que, sais, mais alors il faut. Oui, mais le problème alors, c'est dans quelle mesure est-ce que les homéopathes sont aussi dépendants des laboratoires Boiron? Est-ce que oui, mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, non, mais un homéopathe. Raoult est dépendant des Non, boîtes mais qui le financent? justement, Jean, l'hydroxychloroquine, si elle coûte à la production, enfin, tu peux l'acheter, on va dire, elle coûte en Afrique. Même les Africains peuvent se la permettre. Et donc, il y a aussi cette donne-là, c'est-à-dire que le Oui, mais Remdesivir, ça, je suis convaincu que si elle marche, on la produira en masse et on donnera à la population. Moi, je suis convaincu de ça. C'est pas du tout vrai que, encore une fois, c'est pas du tout vrai que l'État français est uniquement entre les mains de Big Pharma. Il est aussi entre les mains du reste du grand capital qui ne demanderait pas mieux. Tu as un médicament qui fait que le virus n'a plus d'effet. Tout le monde peut retourner au boulot. On n'a plus besoin de masques de tu as raison, distanciation. Si on tu as attrape le raison, truc, tu as raison, si tu as raison. on attrape le truc, 3 jours d'hydrochloroquine et c'est terminé. Très bien. Alors, si c'est comme ça, imaginons, si c'est comme ça, ben, tout le monde va être d'accord. D'abord, tu auras une révolution si tu ne distribues pas ça à tout le monde, parce que là, tout le monde sera convaincu, et pas seulement les gens qui suivent Raoul, qui sont probablement quand même une minorité, enfin, une grosse minorité, mais des gens qui sont vraiment fanatiques sont une minorité. Et donc, si tu veux, tout le monde sera. Je ne comprends pas. Je veux dire, tu ne peux pas non plus dire que on a maintenu à des prix exorbitants l'aspirine ou d'autres médicaments. C'est pas vrai qu'on va, comment dirais-je, nécessairement faire du bénéfice sur la santé des gens et en même un état, comme tu dis, on a un état relativement social. Je veux dire, il y a une exagération. Je pense que les gens ne comprennent pas la véritable critique du système, qui a évidemment à voir avec la politique étrangère, des trucs comme ça, là-dessus, on est d'accord, mais cette idée qu'on veut, qu'on veut enfermer la population, qu'on veut éventuellement la tuer ou qu'on s'en fiche qu'il meure, etc., ça, c'est pas vrai. Hein. Oui, mais c'est parce que toi, tu es beaucoup plus nuancé sur ces questions. Mais moi, ce que j'observe, c'est véritablement un effritement de la confiance des gens. Ah, ça c'est vrai. Mais ça, j'ai toujours dit. Par exemple, j'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée de faire financer la recherche scientifique par les labos.
vaudrait beaucoup mieux que l'État prenne l'argent des labos et le distribue lui-même. Mais déjà, l'État est suspect, mais je pense qu'il serait un peu moins que… Mais tu vois, quand tu as un type qui travaille dans un labo du CNRS à Paris, en France, et qui fait des critiques très pointues des études de Raoul, et qui est très compétent sur le sujet, moi, je l'écoute quand même, mais je ne suis pas d'accord qu'il fait ça pour faire plaisir à Bill Gates ou au labo, tu vois. Parce qu'il y a en plus Bill Gates qui intervient là-dedans. Alors, on fait croire que, tu sais, le virus du sida, on l'a quand même identifié, on n'a toujours pas de vaccin contre le sida. Non, non. Et ce qui a propagé, enfin, bon, ça, évidemment, comme ça se propage dans les couples infidèles et chez les homosexuels, ça n'existe pas chez les musulmans, mais comment Tu, dirais-je? tu surestimes trop les musulmans sur Oui, c'est cette ça. question-là. Enfin, peut-être que je les sous-estime. Moi, je n'ai pas dit que c'était un défaut d'être homosexuel ou d'être Oui, oui, infidèle, mais, mais bref, je rigolais, mais tu vois, oui. comme ça, au début, on n'a pas pris ça au sérieux. Il y a quelqu'un de très célèbre qui est mort au début, c'est Michel Foucault, par exemple. Et donc, maintenant, c'est des gestes barrières, c'est-à-dire essentiellement les rapports protégés qui empêchent la propagation. Ils continuent Oui. à se propager. Mais c'est comme ça que ça. Et donc, peut-être qu'on va vivre avec le virus dans les mêmes conditions. On devra avoir des gestes barrières pour éviter la propagation, j'en sais rien. Mais mais je reste convaincu que si on trouve un remède bon marché, ben, il sera propagé et utilisé. Ça, je suis convaincu. Ben, écoute, je te remercie vraiment pour ton intervention. Je pense qu'on a clarifié un peu ta position sur ces questions, que ça va faire du bien aux gens de l'entendre et pour qu'ils te comprennent mieux, et en tout cas qu'ils comprennent l'origine du malentendu. Et on va certainement se revoir pour d'autres émissions sur des sujets divers, si c'est bien, si c'est bon pour toi. Ah, moi, c'est Et, parfait, oui. voilà, ben, écoute, je te remercie vraiment pour ton temps. Et Non, moi, je te remercie pour ton temps. c'est surtout le tien. Et je te remercie et à très bientôt, Jean. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.